Marie-Antoinette, quand elle est arrivée à Paris, avait la harpe dans ses bagages. Elle était passionnée. On dit qu'elle s'exerçait tous les matins, elle avait une leçon. Et à cette époque-là, tous les grands virtuoses d'Europe ont convergé vers Versailles et se sont installés à la cour, ont dédié des œuvres à la reine, donc elle ne les a pas toutes jouées évidemment, mais il y avait plus de 200 facteurs de harpe à Paris à l'époque. Toutes les jeunes filles de bonne famille se sont mises bien évidemment à imiter la reine, donc beaucoup de professeurs qui étaient établis, qui donnaient des cours, et une floraison aussi au niveau du répertoire. C'est-à-dire à l'époque, aux concerts spirituels, qui étaient les concerts symphoniques de l'époque, il y avait plus de concertos pour harpe qui étaient joués que pour piano par exemple, ce qu'on a un petit peu oublié. Krumpholz est de Bohême. Il est venu s'installer aussi à Paris, c'est là qu'il a fait carrière. Le concerto que je vais jouer a été donné à plusieurs reprises de concerts spirituels, c'était un petit peu un des tubes de l'époque. Bon, il a eu une fin un peu tragique puisqu'il s'est suicidé en se jetant dans la Seine suite à un chagrin, sa femme l'ayant quitté pour du sec. Mais on peut le considérer presque comme Marie-Antoinette en fait. Il est venu d'Autriche puisqu'il était à la cour du prince Esterházy à Eisenstadt. Il était aussi avec Haydn à cette époque et Haydn l'a beaucoup aidé à orchestrer ses concertis. Donc même dans certaines bibliothèques, les concertis de Krumpholz étaient enregistrés comme concertos de Haydn parce qu'on dit par exemple que l'orchestration a été en grande partie faite par le grand maître autrichien. Et donc Krumpholz est venu aussi après à Paris, s'est installé à Paris ou à Versailles, et c'est là qu'il a fait vraiment sa carrière. Hermann était lui le professeur de musique de Marie-Antoinette. C'était un pianiste et non pas un harpiste, mais il a dédié 2 concertis à la reine. Et ça va être la première fois que ces concertis vont être gravés. Et c'est une des premières fois aussi qu'ils sont de nouveau redonnés, puisqu'ils étaient tombés complètement dans l'oubli, alors que c'est des pièces qui présentent vraiment un intérêt non seulement au niveau historique, mais aussi sur le plan musical. C'était des concertis qui étaient donnés souvent dans des espaces pas très grands, le théâtre de la Reine, et surtout qu'à l'époque, les harpes n'étaient pas très fiables. On avait beaucoup de problèmes au niveau des cordes qui n'étaient pas calibrées, qui étaient en boyaux naturels, et donc il y avait souvent des cordes qui cassaient. Donc on a des critiques de concert qui expliquent que parfois le concert ne pouvait pas arriver à son terme parce qu'il y avait juste 2 ou 3 cordes qui avaient cassé. Donc heureusement, à l'heure actuelle, on a fait beaucoup de progrès. On a fait des progrès aussi au niveau de l'accord de l'instrument, ce qui nous permet d'apprécier ces œuvres. C'est la première fois que je vais jouer sur un instrument de la fin du XVIIIe siècle. Ces instruments sont beaucoup plus petits. Il y a à peu près 40 cm de différence, l'écart entre les cordes est différent, la pression est très différente, c'est-à-dire que si jamais vous jouez avec la même intensité que sur une harpe contemporaine, vous pliez l'instrument, et donc ça me demande un grand effort d'adaptation, mais je pense que c'était un challenge qui en valait la peine, puisque c'était pour moi de faire ce projet avec William Christie, avec les arts florissants, faire revivre un répertoire auquel je crois et qui mérite d'être redécouvert. Thank you.